Eh bien, salut, on se retrouve pour le chapitre 12 de Génopère. Alors, comme d'habitude, je vous le dis maintenant, ça fait 12 vidéos, mais c'est le chapitre 12. Il y a toute une playlist qui existe, donc si vous n'avez pas vu les premières vidéos, eh bien, je vous invite à aller consulter la playlist. Je vous rappelle que, comme d'habitude, cette vidéo est disponible en avance, alors plus ou moins longtemps en avance, ça dépend des fois, et sans publicité directement si vous me suivez sur Tipeee. Et puis, c'est aussi comme ça que moi, je peux gagner ma vie, donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur Tipeee. Alors, cette fois-ci, on va être sur des personnages, alors j'allais dire secondaires, mais oui, un petit peu secondaires. On va parler d'Alpha Primus. Alors Alpha Primus, c'est un personnage qui a quand même, qui a peut-être pas encore une place très importante dans l'univers de Warhammer 40 000. J'espère qu'un jour peut-être on aura une figurine, parce qu'Alpha Primus c'est quand même un personnage très important dans le lore de Warhammer 40 000 actuellement, mais dans le jeu Warhammer 40 000, il n'existe pas, il n'a pas de place, on n'en a jamais entendu parler, je pense pas que dans aucun codex ni bouquin de campagne on ait sa présentation, alors que c'est quand même pas moins qu'un Primarch raté, certes, mais un Primarch, la création, le premier Primaris, d'où son nom de Primus. Donc voilà, j'espère qu'un jour peut-être ce sera plus développé dans l'univers Games Workshop, codex, jeu, plutôt que uniquement dans celui des romans dont on peut avoir. En tout cas, là, on va être sur Alpha Primus. Alors, première scène, vous imaginez, on est sur le Zarquisitor, le vaisseau de Belisarius Cawl, et c'est sorti du Warp. Donc, les alarmes commencent à retentir, le vaisseau tremble de partout, il y a des explosions. Pourquoi? Parce que Belisarius Cawl, il est connu pour, eh bien, ne pas faire dans la dentelle et puis aimer les sauts warp un petit peu dangereux et toujours essayer de sortir le plus proche possible de son point de destination. Et il faut savoir que quand vous voyagez dans le warp, en fait, il y a des points, c'est le point de Mandeville. Si vous êtes au-delà de ce point, eh bien, vous êtes en dehors des champs gravitationnels des planètes, donc forcément, ça va mieux se passer. Et si vous faites un saut warp et que vous sortez après ce point de Mandeville, eh bien là vous êtes soumis à toutes les perturbations et forcément ça peut moins bien se passer. Là, vous verrez que c'est encore pire ce que nous fait Belisarius Cawl et forcément le Zarquisitor, son Arche Mechanicum, eh bien souffre. Donc on a Alpha Primus qui est en train d'essayer d'aller vers le centre de commandement. Donc eh bien c'est un peu la panique dans le vaisseau, donc il va essayer d'esquiver, c'est pas vraiment le mot, plutôt de prévenir les gens qui sont sur son passage, parce que vous imaginez bien Alpha Primus avec une taille colossale qui passe dans les coursives. Alors même si on est avec des vaisseaux qui sont très grands, eh bien on peut imaginer qu'il y a quand même des espaces qui peuvent être un peu restreints, et on nous décrit que, eh bien, comme il a son casque en fait, parce qu'il craint les dépressions atmosphériques. Alors est-ce que ça marche atmosphérique sur un vaisseau? Ouais, on va dire que ça marche. Les dépressurisations plutôt, voilà, ça c'est le terme qui va être plus adéquat. Et il a raison, parce qu'en fait, il y a de nombreuses zones qui sont dépressurisées parce que le vaisseau a subi malgré tout de lourds dommages quand même. Donc après, le fait que ce soit une Arche Mechanicum qui est immense, forcément, même s'il y a des zones qui sont complètement détruites sur un vaisseau qui fait plusieurs kilomètres, bon, c'est pas très grave, vous imaginez bien que dans votre ville, si vous avez un immeuble qui s'effondre, alors certes c'est dramatique, mais à l'échelle de la ville, ça va pas changer trop la face de la ville. Bon, c'est ce que je veux dire. Donc, il a mis son casque. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que son casque, eh bien, il y a aussi un amplificateur vocal. Et quand il passe, il fait « Attention, poussez-vous, dégagez, bougez-vous ». Mais en fait, les gens n'ont pas le temps de se pousser et forcément il y a des gens qui se retrouvent plus ou moins écrasés sur son passage, et même s'il essaie de les ménager, et bien en fait avec la force titanesque qu'il a, et puis c'est un géant par rapport aux membres du Mechanicum qui sont à bord du vaisseau, et bien on entend souvent un petit peu des os qui craquent, mais bon voilà, c'est son devoir avant tout d'aller sur le pont de commandement. Alors au fur et à mesure qu'il avance, et bien il passe à côté de certaines salles. Alors on voit une salle avec une porte qui s'ouvre et qui se referme, qui a du mal à fonctionner, et il voit que derrière il y a des magos qui sont en train d'essayer de réparer un problème de confinement sur le générateur à fusion. Alors, on imagine qu'il y a plusieurs générateurs à fusion, qu'il n'y en a pas qu'un seul, et en fait, la porte se ferme, et après son passage, on voit que la porte se met à chauffer à blanc, donc on imagine bien que ça s'est mal passé pour tous ceux qui étaient à l'intérieur. Et en fait, au final, quand il se connecte en fait avec la nosphère, alors la nosphère, si vous ne connaissez pas, c'est on va dire le Wi-Fi du vaisseau spatial. C'est les connexions réseau qui permettent bien d'avoir des informations sur l'état des machines, l'état des ponts, l'état du personnel. Et il apprend qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes. Donc bien sûr, il peste contre Belisarius Cawl et il dit Cawl, votre bravoure, enfin votre bravade plutôt, ne coûtera un jour à
tous la vie, et il sait qu'un jour ou l'autre, bah, forcément, à force de pousser, il y a un moment donné où ça devient compliqué. Après, sur le vaisseau en lui-même, alors c'est très difficile, il faut imaginer, mais on nous dit que l'artère principale qui relie la proue à la poupe, c'est-à-dire l'avant à l'arrière du vaisseau, eh bien, est rompue. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est simplement l'axe de communication? Est-ce que ça veut dire que c'est l'artère principale d'énergie peut-être, ou de communication? Ou alors est-ce que c'est plus l'armature, c'est-à-dire la rigidité du vaisseau qui se retrouve un petit peu compromise? Là, j'avoue que c'est soumis à interprétation. En tout cas, on nous dit que c'est abîmé et que de fait, le vaisseau n'est plus apte en fait à mener un combat. Alors, ça reste un vaisseau magnifique et incroyable, hein, à lui seul une armée, mais forcément contre un adversaire de taille, voire plusieurs adversaires, eh bien ça va être compliqué parce que le vaisseau est vraiment diminué et dans une situation vraiment compliquée. Alors, vous pouvez me dire, c'est quand même dommage hein, de se saborder comme ça quand on est Belisarius Cawl, mais en fait c'est toute la magie et le charme en fait de ce personnage, c'est que qu'importe les conséquences, vous voyez un petit peu comme tous ces... ce qu'on peut avoir dans l'imaginaire avec des gens qui sont un petit peu au-delà des considérations juste physiques, en mode si, on va le faire, oui, mais ça va abîmer l'arche, peu importe, faisons-le. Parce qu'il a envie, parce qu'il a ce pouvoir, parce qu'il a cette volonté, parce qu'il n'a pas envie de perdre de temps, sans doute. Alors ce voyage de Primus au sein de l'Arche Mechanicum nous permet de voir un petit peu l'évolution du vaisseau. Donc Primus remarque que eh bien, même s'il y a encore beaucoup de personnel, eh bien, ce n'est rien comparé à l'époque où il était vraiment bondé et il y avait vraiment des milliers de personnes à l'intérieur. Enfin vraiment, je pense qu'on est sur du 10 000, 100 000, peut-être il n'y a pas de valeur chiffrée, mais je pense qu'on peut être sur un vaisseau qui fait plusieurs kilomètres. On peut raisonnablement imaginer qu'il y a peut-être 100 000 personnes assez facilement. Et là, on nous décrit le fait que au fur et à mesure du temps, eh bien, il n'y a plus grand monde. À une époque, il y avait en fait ces cuves pour les Primaris, parce que les Primaris ont été créés pour la plupart dans les Arquisitors, et que c'était la lubie de Belisarius Cawl, mais que comme toute chose à un moment donné, eh bien ça finit par le lasser. Et Primus justement redétaille un petit peu le cycle que peut suivre Belisarius Cawl, c'est-à-dire que dans un moment, il va en fait se concentrer sur eh bien une tâche. Donc la tâche, c'était la création des Primaris, donc ça l'omnubilait, il était à fond dessus, hein, Vraiment, il réfléchissait uniquement à cet objectif-là, faire les Primaris. Et une fois que les Primaris sont là et qu'on touche quasiment la perfection, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il a réussi à améliorer le concept de base qui était celui du Space Marine, concept de base juste fait par l'Empereur. Bon, voilà, il a réussi à améliorer les choses. Donc c'est quand même pas moins d'un exploit. Et voilà, une fois qu'il a réussi, il se dit voilà, est-ce que c'est encore intéressant, est-ce qu'il y a encore un challenge? Non, donc il va chercher un nouveau challenge. Et là, c'est, alors a priori, je pense que son challenge actuel, c'est essayer de fermer la cicatrice Maledictum, comprendre le fonctionnement de le warp et puis faire refluer le warp. En tout cas, eh bien, il s'est délesté de tout ce qui est Primaris, parce que tout ce qui est conception de Primaris maintenant est délocalisé, on va dire. Enfin, c'est bien logique sur les chapitres. Chaque chapitre peut maintenant créer ses propres Primaris. Faut bien, sinon, s'il faut attendre que Belisarius passe avec les renforts, on n'en a pas fini. Donc forcément, le vaisseau s'est vidé, et puis en fait, au fur et à mesure, ce qui s'est passé, c'est que comme Belisarius s'est détaché de la flotte Primus, celle de Roboute Guilliman qui est dans la croisade Indomitus, eh bien, il a aussi laissé forcément beaucoup de ses forces militaires, et il n'a fini par garder que quelques manipules, et surtout quelques manipules de chevaliers de la maison Taranis. Alors pourquoi cette maison en particulier? Eh bien parce que il y a une sorte de détachement vis-à-vis de... Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais vis-à-vis de la machine, ça on le verra un petit peu plus loin en fait, mais il y a un passage où on nous explique que, eh bien, quand on est entouré de membres du Mechanicus, il y a une obsession pour la machine et une obsession pour transformer son corps en machine, la chair est faible, et ainsi de suite. Et en fait, les chevaliers, eux, ils ont un équilibre qui est complètement différent parce qu'ils ne cherchent pas à devenir eux-mêmes une machine, étant donné qu'ils sont en communion psychique avec une machine. Donc, de par leur esprit, ils sont fusionnés avec une machine. Et cet état d'esprit est assez différent du Mechanicum, mais assez intéressant, et ça leur donne aussi une sorte de libre arbitre ou de côté un peu moins orthodoxe, en fait, qu'apprécie vraiment Belisarius Cawl. Et c'est ce qu'on va voir aussi vraiment dans ce chapitre, parce que je vais vous présenter la cohorte qui suit un petit peu Belisarius Cawl, et vous verrez qu'à chaque fois, on a des personnages assez hauts en couleur qui n'auraient pas forcément leur place,
place dans la croisade Indomitus à côté de Roboute Guilliman, par exemple. Alors si on revient sur Primus lui-même, on apprend des choses qu'on connaît plus ou moins déjà, mais c'est un peu encore plus précisé. Déjà, il dit que les voyages warp sont horribles pour lui parce que à chaque fois, il a l'impression qu'on lui arrache son âme. Et en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il voyage dans le warp, son âme peut s'échapper, tente de lui être arrachée. Et il se dit que bien sûr, c'est de la faute de Belisarius Cawl, qu'il a mal conçu, ou peut-être qu'il ne l'a pas conçu suffisamment bien, ou qui a négligé cet aspect des choses. Mais en fait, il y a une dissonance entre son corps, son enveloppe charnelle, et son âme. Et c'est quelque chose qui est réel et que lui-même ressent. Parce qu'en fait, avec son troisième œil, c'est sa façon de voir en fait dans le warp. C'est ce que tous les psycheurs ont pour pouvoir voir les choses, de voir le monde en mode psychique plutôt qu'en mode réel. Et en fait, il se rend compte que son corps est auréolé en fait d'une sorte de diffraction lumineuse, une sorte d'arc-en-ciel autour de lui, et que ça représente le fait qu'il y a une dissonance entre son âme et son corps. Et à chaque fois qu'il voyage dans le warp, la frontière entre le monde réel et le monde matériel plutôt, et le warp étant franchi, pour lui c'est horrible. Il est soumis vraiment à beaucoup de douleurs, beaucoup de pression psychique, et il a vraiment du mal à s'en remettre. À chaque fois, il nous explique que c'est plusieurs jours pour réussir à trouver un état normal, tout en sachant que lui-même est constamment soumis aux douleurs. Il est constamment en train de souffrir, que ce soit ses doigts, ses os. Faut vraiment imaginer. C'est assez amusant en fait, parce qu'on a toujours, je reviens un petit peu sur la globalité de Génopère, mais on a ce parallèle entre la création de Fabius Bill, à savoir les nouveaux hommes, à savoir Porter, et la création de Belisarius Cawl, à savoir Alpha Primus. Et même si on a l'impression qu'Alpha Primus est très puissant, on a l'impression qu'il est mal conçu, en effet. Et c'est là ce que disait aussi Fabius Bill dans le chapitre précédent, où il disait que certes, ça pouvait être assez impressionnant ce qu'avait fait Belisarius Cawl, mais sur le plan génétique, création génétique, c'était vraiment un amateur. Et c'est ce qu'on peut voir, on peut imaginer justement que cette création, aussi incroyable soit-elle, elle est mal conçue, parce qu'il y a cette dissonance entre l'âme et le corps, et quoi qu'il arrive, le corps souffre tout le temps, constamment. Donc c'est là un peu tout le problème. Et ce côté par contre avec cette âme qui se détache du corps, qui n'est pas bien synchronisé, et le fait qu'il puisse s'en rendre compte, on dit vraiment que quand il approche en fait les mains de son visage, il voit en fait cette déformation là, et qu'il l'impute vraiment à Belisarius Cawl, peut-être même qu'il l'a fait exprès. Ensuite, je vais vous introduire un nouveau personnage. Alors j'ai mon anti-sèche parce que j'ai du mal à chaque fois. Donc c'est le Sion Magnus Baron Rouzev Maven Taranis de la maison Taranis. Donc c'est bien sûr un pilote de chevalier impérial, donc de la maison Taranis. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que en fait, il manque de se faire écraser par Alpha Primus, parce qu'Alpha Primus, à un moment donné, voit une cohorte de prêtres qui est en train de courir pour résoudre un incendie, et en fait, il lui décide de les laisser passer. Alors c'est étonnant, c'est impressionnant, enfin étonnant de la part de Primus. Et en fait, en se décalant sur le côté, il n'avait pas vu. Ça aussi, c'est étonnant. Là, j'avoue que c'est histoire de dire, pour mettre le personnage, le baron Taranis en avant, mais on va même plus le baron Maven. Mais je trouve ça étonnant qu'il y ait un tel manque de la part de Primus de connaissance de son environnement. Vous voyez, qu'il soit pas capable de voir qu'il y a quelqu'un derrière lui ou sur le côté qui est en train d'arriver, qui manque de l'écraser involontairement. Je trouve que pour ce qu'on imagine être ne serait-ce qu'un Space Marine avec une conscience très élevée de son environnement, un Primaris qui est encore au-delà, et un Primarque, raté certes, mais un Primarque, comme Alpha Primus, je pense que vous pourrez quand même remarquer qu'il y a le baron Maven à côté. Et en tout cas, chose assez intéressante, alors je pense que c'est vraiment pour mettre le baron Maven en avant, il manque de l'écraser, et le baron Maven réussit in extremis à se dégager, donc c'est dire ses réflexes, et en fait, on nous dit qu'il porte une tasse de recaf, donc c'est-à-dire le café de Warhammer 40 000, c'est le recaf, et qu'il réussit, même en l'évitant, à ne pas renverser du tout une goutte. Et que il fait bonjour Seigneur Alpha Primus. Et puis Alpha Primus s'excuse en disant désolé, je ne vous avais pas vu. Et là, on a bien sûr le baron qui dit on va faire les choses de la bonne façon, donc je vais vous présenter mes respectueuses salutations. C'est pareil, anti-sèche. Toutes mes salutations et amitiés, Alpha Primus, fils béni de Belisarius Cawl, de la part de la maison de mes pères, Taranis le Grand,
il s'incline et il rajoute « Monseigneur ». Et Primus grogne, il fait « Bah vous avez terminé, je ne suis pas des anges attifés de l'empereur, je n'ai pas de temps à perdre avec vos rituels inutiles, je ne veux ni n'ai besoin de votre obéissance. » Et bien sûr, lui, il lui répond « Oh, évidemment, vous êtes toujours de très bonne humeur. » Et en fait, tout du long, on va voir ce côté-là, ce contraste entre ce personnage du Baron Maven qui est très détaché avec sa petite tasse de recaf, et puis Alpha Primus, toujours très sombre, qui grogne, qui n'est jamais content de rien. Et en fait, on nous dit aussi que c'est aussi, a priori, la volonté de Belisarius Cawl, c'est qu'il l'a créé de façon à ce qu'il ne soit jamais content. Pourquoi? Parce que dans l'inactivité, quand il se passe rien, il ne le supporte pas, Alpha Primus. C'est extrêmement dur de supporter l'inaction. Et à l'inverse, dès que c'est agité, eh bien, ça le parasite, ça l'énerve. Et en fait, il n'y a aucun état dans lequel il est content. Donc, il s'est dit que Belisarius Cawl avait sans doute dû faire exprès pour l'irriter, pour jouer peut-être. Très joueur, ce Belisarius Cawl. Et donc voilà, ils se rassemblent et leur but bien sûr c'est d'aller dans le centre de commandement, dans la passerelle 612. Alors c'est bien parce que ça nous donne une idée de la taille de l'Arche Mechanicus, mais voilà, pont 612, et ils y vont ensemble. Et en fait, eh bien, le vaisseau continue à faire des embardées, il y a des changements de gravité en fait, parce qu'on imagine bien qu'on a une gravité artificielle qui est générée par le vaisseau pour qu'il puisse se déplacer. Tous les vaisseaux de Warhammer 40 000, on en parle assez rarement, mais on a un système de gravité artificielle forcément, sinon ça serait comme dans la station internationale et puis il sera en train de voler en apesanteur. Là, ce n'est pas le cas. Et en fait, eh bien, il y a des changements brutaux où à un moment c'est vers le bas, à un moment c'est vers le côté. Et chose assez étonnante et qui même, qu'Alpha Primus trouve assez impressionnante. Impressionnante, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, il dit non. C'est que le Baron Maven, quoi qu'il arrive, il ne renverse aucune goutte de son café et que son café ne bouge pas. Tout simplement parce que son bras, en fait, est complètement synchronisé avec la gravité, stabilisé. Et en fait, alors c'était pas dit exactement, mais ce que ça sous-entend, c'est qu'il y a telle fusion entre son esprit et celui de sa machine, d'un chevalier impérial, c'est que forcément, eh bien, ça rejaillit sur lui et que son bras, en fait, agit à la façon des stabilisateurs de sa machine et qu'il arrive à stabiliser complètement son bras parce que c'est naturel pour lui, il n'y pense même pas. L'arme de son chevalier est stabilisée pour qu'il puisse tirer dans quelles que soient les conditions. Et c'est la même chose avec son bras, il y a cette sorte de perfection, cette communion entre l'homme et la machine qui rejaillit, même quand le baron, eh bien, n'est pas à l'intérieur de son chevalier. Après, je voulais un petit passage qui était assez sympathique. C'est Primus en fait qui a la vision sur le Baron Maven et il se dit il n'était pas particulièrement vieux, personne n'était particulièrement vieux comparé à Primus, mais son corps montrait les premiers signes de raté, des rides autour des yeux, de la bouche, des cheveux clairsemés, des poils gris dans la barbe, une peau légèrement sèche. Il ne semblait pas avoir remarqué qu'il mourait déjà. Et Primus envia son ignorance. Et ça, c'est un petit passage, je ne sais pas pourquoi j'ai bien aimé, parce que ça met aussi en valeur le fait que même si Primus, alors, il n'est pas immortel, mais il a une longévité, bien sûr, d'un être suprême, donc c'est-à-dire qu'il vieillit, alors, peut-être pas, ou peut-être très 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 lentement. En tout cas, il y a peu d'erreurs de reproduction génétique, ce qui fait que son corps ne vieillit pas, n'a pas ces ratés technologiques que nous on peut avoir, biologiquement parlant, où à chaque fois plus le temps passe, plus on devient un petit peu moins efficace. Et bien Primus en fait ne l'ignore pas, et en fait c'est cette façon de savoir peut-être à quel moment lui-même arrivera au bout de sa vie. Et bien ça, en fait c'est dur à expliquer, mais l'idée que j'ai derrière ça, c'est le fait de se dire que quelqu'un qui va vivre peut-être que 80 ans, peut-être, pour le Baron Maven, là on peut imaginer qu'il en a une trentaine ou une quarantaine, même si Alpha Primus est là depuis, je sais pas quel âge il peut avoir Primus, peut-être 1000 ans, peut-être 10 000 ans, peut-être qu'il a été dès le début de la création. Je sais pas si cette information est déjà eu ou si je l'ai oublié. En tout cas, si vous l'avez, vous la mettez en commentaire, ça me rappellera les choses. Mais en tout cas, alors qu'il est beaucoup plus vieux, eh bien, il a une conscience de la mort qui le déstabilise. Et en fait, c'est toujours ça qui est amusant, c'est que sur quelqu'un qui vit 80 ans, peut-être, eh bien, il s'inquiète moins de mourir
que sur quelqu'un qui va vivre des milliers d'années et qui du coup sait qu'à un moment donné ça va se terminer et que du coup c'est beaucoup plus un problème. Et ça c'est toujours quelque chose qui est mis un petit peu en avant dans ce type de roman-là. Je sais pas si vous l'avez vu dans d'autres romans ou pas, mais en tout cas je trouve bon voilà, je trouve que c'est un passage qui est assez sympathique. Alors ensuite, eh bien finalement ils finissent par arriver dans cette zone, hein, le pont 612, et c'est un pont d'observation, donc c'est gigantesque, c'est énorme, et il faut imaginer en fait alors une sorte de bulle blindée, une bulle d'observation, ce qu'on appelle l'oculus, donc un peu l'œil. Alors peut-être qu'on n'est pas dans le dans Ulysse 31, mais vous voyez avec avec je sais plus comment s'appelait son vaisseau, l'Odysseus, et il y avait au milieu là cet œil un petit peu. Bon voilà, je me suis complètement éloigné, mais on a en fait cette zone d'observation, et au milieu de cette zone d'observation trône fièrement un télescope des temps jadis qui est immense, qui est aussi grand que les pièces navales d'artillerie navale du Zarquisitor, donc on imagine vraiment quelque chose de très très conséquent, même pour notre époque, hein, là on est sur quelque chose de vraiment beaucoup plus colossal, et en fait Primus n'a que du dédain pour cette chose-là, parce que cette chose est complètement inutile, beaucoup moins utile qu'un canon en plus. Primus aura vraiment préféré un canon en plus. Là on va vraiment voir que Primus, c'est pas un poète, hein. Il est pas dans c'était pas Sanguinius ou sais-je, il est vraiment extrêmement pragmatique, extrêmement aigri même je dirais de tout, et il y a aucune forme de poésie, c'est que de la rigueur en fait guerrière. Il y a vraiment que cet aspect martial qui l'intéresse, et du coup il peste parce que voilà, c'est une charge qui n'est pas utile, c'est désuet, et en fait il se dit mais pourquoi est-ce que les hommes s'attachent à ces vieilleries qui sont complètement dépassées, complètement inutiles. Et donc quand il arrive, il est salué par l'esprit de la machine de cette grande salle, et puis il demande quelle est l'intégrité en fait de la structure, parce que c'est une structure avec du verre blindé, mais il peut y avoir eu quelques soucis. Donc on lui dit aucun souci, l'intégrité structurelle est à 100%, on peut ouvrir l'oculus. Alors il y a une sorte de coque de protection qui est sur cette zone-là, parce que même le verre blindé, on imagine bien qu'à l'échelle de l'espace, enfin voilà, ça peut être quand même assez fragile. Donc, simplement, il va demander de désengager en fait les verrous. Et ce qui est assez amusant, c'est que l'esprit de la machine lui parle avec un petit côté narquois, et il va pester encore en disant mais c'est incroyable, tout ce que touche Belisarius Cawl est imprégné de son aura narquoise un peu, et parce que l'esprit de la machine lui dit oui, bien sûr, aucun souci, monseigneur. Et en fait, il pèse contre l'esprit de la machine, il dit mais je n'ai pas besoin de tes remarques, je veux juste des choses efficaces, je te demande d'ouvrir, tu ouvres, point barre. Pas la peine d'en faire des caisses. Et ça, c'est quelque chose qui est assez amusant, on verra que ça va continuer. Alors, pendant qu'ils sont en train de déverrouiller justement cet Oculus, il y a d'autres personnes qui arrivent. Donc, on a bien sûr des chefs militaires, des chefs de Skitarii, de cohorte Skitarii, des magos du Mechanicus. Et on a X99 Bolus, alors lui qui est un prêtre du Mechanicus qui est cité. Alors pourquoi lui, quel est son rôle, etc. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, il doit être un personnage assez important dans les suivantes Belisarius Cawl. Et on dit que tout son corps en fait est transformé en machine. Alors c'est vraiment pas quelque chose d'étonnant, hein, dans le Mechanicus, on va toujours avoir ça. Par contre, en fait, on a la vision de Primus à ce sujet, parce que Bolus, X99 Bolus, il est accompagné en fait d'un Castellan robot. Donc c'est ces machines, hein, qu'on connaît, hein, dans Warhammer 40 000. Donc ces robots, en fait, il y a une fascination d'X90 pour la mécanique et la robotique, et il cherche justement à se rapprocher de cela. Et en fait, quand Primus voit ça, il s'aperçoit qu'au final, X99 en fait n'a que 3 doigts. 3 doigts mécaniques, il a remplacé sa main classique par ses 3 doigts, et il s'aperçoit que quand il attrape des objets ou quoi que ce soit, c'est beaucoup moins efficace, et c'est beaucoup moins subtil et sensible que ce qu'il avait avant. Donc certes, la chair est faible, mais malgré tout, il trouve que c'est une bêtise d'essayer de remplacer des organes pleinement fonctionnels et assez aboutis, parce que c'est bien quand même qu'une main, même le corps humain, c'est quand même quelque chose, une machine assez incroyable. Les prêtres du Mechanicus qui reviennent là-dessus et qui enlèvent leur bras pour le remplacer par un bras mécanique ou une main avec 3 doigts, et qui au final connaît des petits ratés, même si on peut imaginer qu'il a un contrôle, une précision qui est plus grande, il y a quand même des petits ratés, et il se rend compte, Primus, lui peut l'analyser très, très clairement, c'est moins habile
que ce qu'il avait avant. Pareil, le vaisseau continue à avoir des soubresauts et on voit que eh bien, le Magos, il a un peu du mal en fait, hein, même si on imagine qu'il a ses stabilisateurs, etc. Et bien dans sa démarche, il y a un manque d'élégance qui est quand même assez flagrant parce que il a toujours du mal un peu à se bouger. Donc là, on a le baron Maven hein, de la maison Taranis qui est un petit peu lui aussi coquin. Et en fait, il va dire après, parce qu'en fait, on a ce robot Castellon qui est l'œuvre en fait de X99 et X99 dit que pendant tout le voyage Warp eh bien, il s'est affairé à essayer de perfectionner ses mouvements, son attitude, sa façon de fonctionner et on a Maven qui s'adresse à Primus et qui dit oh Primus qu'est-ce que vous en pensez il est vraiment réussi ce robot hein puis avec le petit clin d'œil vers Bolus justement parce qu'ils savent tous deux pertinemment que Alpha Primus n'en a rien à faire, mais alors complètement rien à faire. Et du coup, il se prête justement innocemment, hein, sans regarder, voilà, comme ça, en disant « Mais au fait, Primus, qu'est-ce que vous en pensez c'est vrai qu'il est vraiment réussi, hein, ce robot Castellon, hein dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et en fait, on a cette façon d'irriter qui bien sûr, c'est un peu comme dans la réalité du monde, c'est que quand vous côtoyez des gens, des fois des gens qui peuvent s'irriter facilement, quand vous êtes un petit peu taquin, vous avez tendance à un petit peu les titiller. Voilà, c'est ce qui se passe avec le baron Maven et puis Primus. Donc Primus, bien sûr, grogne et puis dit « Je n'ai rien à faire, ça m'intéresse pas, nous sommes là pour une chose, c'est évaluer la situation martiale, je n'ai rien à faire de ce que vous pouvez faire de votre temps et je trouve ça complètement inutile, et ainsi de suite. » Donc pendant ce temps-là, eh bien, il y a d'autres personnes qui vont arriver, jusqu'au moment où on va avoir un des personnages centraux, et je pense que c'est un personnage qu'on va avoir vraiment assez souvent. Alors je vais reprendre le petit anti-sèche pour son nom. Donc c'est la Marshal Melissima Arthos Septus Iota. Voilà, j'ai toujours du mal. Et en fait, c'est typiquement la commandante générale des forces militaires de Belisarius Cawl, même si il y a une ambiguïté qui est en plus entretenue par Belisarius Cawl, c'est parce que on a Iota, on va l'appeler Iota, le maréchal Iota, qui est vraiment la plus grande entité militaire à bord, et donc il y a de facto le commandement stratégique, même si normalement ça devrait être l'Archimagos, mais en fait on nous dit que l'Archimagos, à un moment donné, il se passionnait pour la guerre, donc il avait vraiment plaisir à faire la guerre, mais que comme toute chose, comme les Primaris à un moment donné, en fait, ayant atteint une compétence quasiment absolue, au final il finit par se détacher et puis aller vers autre chose, et au final, il est bien content que Iota soit là pour justement gérer tout cet aspect militaire, même si on imagine forcément, et c'est même sous-entendu qu'il pourrait le faire plus efficacement encore, c'est pas grave, elle remplit très bien son rôle et lui préfère s'occuper vraiment d'autres choses. Et la dualité, c'est que, elle a ce poste, mais qu'au final, Primus étant plus ou moins le fils spirituel de Belisarius Cawl, de facto, il est censé être le second. Et en fait, comme il n'est pas dans l'organigramme militaire, et qu'il est à part, il y a cette ambiguïté où tout le monde obéit et à Iota et à Alpha Primus, mais les deux, en fait, n'ont jamais eu vraiment d'informations sur qui était au-dessus l'un de l'autre. Donc du coup, c'est un peu comme deux enfants qui seraient en train de se jauger. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a dit que Belisarius Cawl entretient cet état de choses, c'est-à-dire qu'on imagine bien quand il avait fait Primus, il fallait dire non mais écoute, tu es mon bras droit, je pense que c'est toi qui est le plus compétent à bord et je compte sur toi pour diriger les forces militaires. Et quand il est avec le Marshal Iota, forcément, de par son rôle, il va l'assurer que c'est elle qui a le plein pouvoir et c'est elle qui doit décider et c'est sa charge de défendre le vaisseau. Voilà, il est malin ce Cawl. Alors la description de la Marshal Iota, c'est tout simplement une femme cyborg. Alors déjà, première chose, c'est qu'elle a des traits féminins. Ça, c'est quelque chose qui est étonnant parce que le sexe n'a pas vraiment d'importance pour le Mechanicus, étant donné qu'au final, c'est une fonction biologique qui n'est pas très utile et que, à force de changer en fait des parties de leur corps, certains n'ont plus rien d'humain et qu'il est très difficile en fait de savoir si à l'origine, c'était un corps mâle ou un corps femelle. Par contre, chose assez remarquable, c'est que la Marshal Iota a décidé de conserver une version idéalisée de son corps. Et en fait, elle a des courbes féminines. Alors, c'est un alliage métallique avec de l'adamantine, mais en fait, on va retrouver une forme idéalisée de son corps. Et en fait, comme elle veut vraiment le mettre en avant, elle est nue, sauf
avoir une gabardine et qui n'est reliée que par sa ceinture où elle tient son pistolet laser. Donc voilà, c'est une image assez sexy. Mais elle a aussi un visage qui arbore en fait un petit sourire malicieux et hautain. Et en fait, ce qui a marqué Alpha Primus, et ça l'a vraiment étonné, c'est qu'il pensait que c'était un visage fixe, un masque en fait, mais en fait un jour il s'est aperçu, et pas tout de suite, que c'était un métal qui était malléable, et en fait elle pouvait changer d'expression de son visage. C'est simplement qu'elle était tellement suffisante, tellement arrogante, tellement se sentait tellement supérieure qu'elle affichait toujours cette expression. Voilà, donc cette expression assez amusée. Et malgré tout, en fait, il trouvait que son corps était un amalgame parce que cette beauté humaine, en fait, était amalgamée, fusionné avec la beauté du Mechanicus. Pourquoi? Parce que entre toutes les parties de son corps, toutes les articulations en fait étaient avec des mécanismes apparents. Donc on avait des plaques de protection, des rouages apparents, et en fait elle tenait vraiment à ce que son corps représente les deux perfections, la perfection humaine, une image en tout cas idéalisée, et aussi la perfection mécanique avec ce que peut faire le Mechanicus de mieux en termes de fonctionnement, en termes de machine. Et voilà, on a cette géante cyborg. Et puis, eh bien, quand elle arrive, eh bien, évidemment, c'était la personne que tout le monde plus ou moins attendait, c'est elle qui va commencer à parler. Et eh bien, l'Oculus finit de s'ouvrir et on va découvrir le monde dans lequel ils sont. Alors, ce qui se passe, c'est que tout le monde est ébahi. Tout le monde reste bouche bée, donc déjà premièrement avec l'intensité lumineuse énorme qui arrive, donc certains qui n'ont pas en fait des prothèses sur les yeux, eh ben, sont obligés de se masquer les yeux. On entend en fait des cliquetis avec des lentilles qui sont en train de se paramétrer, mais tous sont éblouis en fait par la lueur extérieure, et quand l'Oculus est complètement ouvert et qu'on peut vraiment analyser les choses, on s'aperçoit qu'on est sur quelque chose qui, peut-être, à une époque de l'humanité, semblait impossible et qui, en fait, avec les explorations spatiales, s'est avéré possible, à savoir un système où il y a 4 étoiles en son centre qui sont dans une valse, dans un cheminement, et où elles ont trouvé un équilibre. Alors peut-être que cet équilibre viendra se briser à un moment donné, mais en tout cas, depuis des millions d'années, eh bien, il y a cet équilibre. Alors, il y a tout d'abord l'astre central, qui est une géante bleue, donc un gros soleil bleu. Voilà, vous savez ce que c'est un astre, hein, voilà, on va dire voilà, une étoile. Hein. Et cette étoile-là, c'est la plus massive, et de par sa lumière, elle éclipse un petit peu tout ce qu'il y a autour. Et autour d'elle, on a 2 étoiles jumelles qui tournent autour d'elle, mais en créant elles-mêmes des champs de gravité, donc ça doit être assez complexe, on l'imagine. Et enfin, il y a une 4e étoile qui est une naine. Cette étoile naine, du coup, elle est beaucoup plus petite et on n'en voit quasiment aucune lumière, mais elle continue à essayer aussi de trouver un astre. Donc après, on imagine un peu l'enchevêtrement des choses. Et ce qui est encore plus admirable, c'est qu'au milieu de tout ça, eh bien, il y a une structure. Et c'est cette structure qui est le point de rassemblement, c'est l'objectif de Belisarius Cawl. Alors, cet objectif, c'est un monde plat. Donc, c'est un monde qui a été créé par l'homme à l'âge des explorations, donc bien avant l'âge des ténèbres, bien avant, quand l'humanité vraiment était au summum de sa technologie. Et en fait, on nous dit que c'est tout simplement un monde plat, qui fait là aussi plusieurs kilomètres, je pense qu'on est de l'ordre de 2-3 000 kilomètres à peu près, et qui est parfaitement stable, il n'a aucun système pour le maintenir en place, il n'y a pas de moteur, mais simplement il a été mis dans un des points de Lagrange. Donc les points de Lagrange, c'est les points d'équilibre. Typiquement, en général, ça se fait entre 2 astres. Donc on a par exemple le Soleil, la Terre, chacun avec une force de gravité, d'attraction. Et en fait, on a un point, alors forcément qui est à l'équilibre, donc qui va être plus près de la Terre que du Soleil, et où eh bien, il y a autant de force d'attraction de la Terre que de force d'attraction du Soleil. Et là, on imagine que dans un système quadruple, où en plus les choses bougent, eh bien, il y a des points qui sont qui doivent être vraiment très difficiles. Je suis même pas sûr. Alors, ça doit exister, peut-être, je sais pas, si certains sont forts en
en astronomie ou en cosmologie, je sais pas, peut-être qu'ils pourront me dire si oui, ça existe ou pas, mais je me demande, sur un système avec 4 étoiles, où du coup ça change, est-ce qu'on peut vraiment trouver des points de Lagrange? Après, je suppose que oui, parce que au final, ça existe dans l'espace réel, mais entre deux corps, alors peut-être après je me dis 4, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Bon, s'en fiche, peu importe. En tout cas, cet endroit existe et c'est un endroit de calme relatif parce que autour de lui, bien sûr, on imagine qu'autour des étoiles, il y a énormément de radiation, d'expulsion d'énergie, de vent solaire, mais eh bien, ce monde reste calme parce qu'il est protégé par des boucliers. Alors, on le décrit avec tous ces boucliers qui reçoivent continuellement un bombardement des soleils et qui changent de couleur. Donc, on imagine un bouclier un peu arc-en-ciel autour. Et en fait, chose remarquable, c'est qu'en dessous, eh bien, c'est même une des seules fois où j'ai l'impression que ça existe dans Warhammer 40 000, on a un monde avec des prairies, des rivières, des montagnes, il y a une chaîne de montagnes, et puis des zones qui sont un peu à l'image des plus beaux paysages qu'on pouvait avoir à l'époque, à notre époque, enfin, on imagine encore maintenant, enfin, voilà, de Terra en fait, donc vraiment quelque chose qui est pur, qui n'a rien à voir avec les mondes du Mechanicus, qui sont tous pollués, où la nature n'a plus sa place. Là, la nature a sa place au sein de cet écrin en fait mécanique. Donc ça, c'est assez admirable. Alors, en voyant ça, eh bien, le Marshal Iota, ou général, des fois ils disent général, des fois ils disent Marshal, donc on va dire le général. Général Iota, eh bien, décrit la situation en disant mais cette situation est horrible, donc on a vraiment un bombardement constant de particules, des rayonnements, donc ça va nous faire perdre à peu près 40% de l'efficacité de nos boucliers Void. C'est un endroit vraiment exécrable pour mener bataille. Et là, on a Primus qui réagit et il lui dit il nous appartient de protéger Belisarius Cawl et les Orquisiteurs. Taisez vos plaintes et chassez vos peurs. Et en fait, il dit que Primus se retrouve un peu étonné parce qu'il pensait qu'il était le seul à pouvoir critiquer ouvertement Belisarius Cawl. Et là, bien sûr, Iota, une petite ride qui apparaît sur son visage, un peu contrarié. Et elle fait « Jamais, jamais je ne critiquerai. » Elle fait « Vous êtes de méchante humeur aujourd'hui, mon ami géant. » Et elle dit « Je ne souhaite que œuvrer pour le bien et la protection de Belisarius Cawl, mais force est de constater qu'il y a des variables dont il faut tenir compte. Et dans le cas présent, bien sûr, nous mènerons à bien notre mission, mais elle sera compliquée et c'est un petit peu dommage que Belisarius Cawl ait choisi cet endroit. Mais notre devoir est bien sûr de le protéger et nous allons accomplir cette tâche, soyez-en assurés. Alors il va y avoir une petite discussion qui va naître entre les différents intervenants. Donc on a Alpha Primus qui dit cet endroit n'est qu'un monument à l'ego, il n'a aucune fonctionnalité. Et il dit ça, c'est justement, ça va bien avec Belisarius Cawl, je comprends pourquoi il l'a choisi, mais en fait il n'a aucun intérêt stratégique, il ne peut pas bouger, il ne peut pas se déplacer, donc il n'a aucun intérêt et cette débauche de science n'est juste là que pour montrer que c'était possible de le faire et c'est juste voilà, un monument à l'ego. Et en fait, on a Iota qui fait mais monseigneur, ne voyez-vous pas en fait la beauté artistique de la chose? Imaginez, songez un peu à ce qu'on pourrait faire si on retrouvait tous ces éléments du Moyen-Âge technologique, tout ce que nos ancêtres ont réalisé, nous pourrions réaliser vraiment de grandes choses. Et puis on a Maven qui fait pardonnez-moi votre sainteté, mais même si je vois la magnificence du dieu machine dans cette réalisation, eh bien en fait, je sais depuis longtemps que mon destin n'est pas celui de comprendre le pourquoi, de comprendre les rouages du dieu machine, mais simplement de combattre pour lui. Et en fait, eh bien, je ne réalise rien dans l'espace. Je ne peux pas me battre dans l'espace. Je préfère être sur le sol ferme. Et en fait, j'aimerais avoir des informations sur l'endroit où nous allons nous battre. Est-ce que vraiment nous allons nous battre? Et là, le maréchal Iota lui dit, mais connaissant Belisarius Cawl, rassurez-vous, je pense que vous aurez moyen d'exprimer votre talent guerrier parce qu'il y a de fortes chances que justement ces ennemis, comme nous sommes traqués, eh bien, puissent le retrouver. Donc rassurez-vous, il y a de bonnes chances que puissiez combattre. Donc les informations qu'on a pour l'instant, eh bien elles sont très fragmentaires parce que nos scanners en fait ne peuvent pas pénétrer le champ de protection de la plateforme, enfin cette planète, enfin ce monde artificiel s'appelle Pontus. Donc on va l'appeler Pontus, voilà, ne peuvent pas pénétrer ce champ de force, nous n'avons donc aucune information. Et puis Marven s'étonne et dit mais c'est bizarre que quelqu'un comme Belisarius Cawl ne puisse pas avoir au moins une carte de cette zone-là. Et en fait, Iota lui explique que, eh bien au contraire,
c'est parce qu'il Belisarius Cole que c'est particulièrement compliqué d'avoir des informations sur cet endroit. Et elle explique en fait la découverte de cet endroit, la redécouverte, bien sûr, une fois qu'il a été redécouvert dans la Grande Croisade par l'Imperium, eh bien, c'est un monde qui a été découvert par une flotte d'exploration de Tigrus, mais qui était sous licence martienne. Ce qui fait que quand ce monde a été découvert et déclaré, eh bien, il y a eu un conflit d'intérêts entre Mars et le monde Tigrus. Et eh bien, étant donné qu'il fallait trancher, le fabricateur général étant originaire de Mars, forcément, il a tranché en faveur de Mars. Et comme Belisarius Cole, même si c'est un prêtre de Mars, eh bien, n'a pas forcément l'aval du fabricateur général, au contraire, même, je pense qu'il y a une certaine compétition entre les deux. Il y a aussi le sentiment peut-être que Belisarius Cole, on en a déjà parlé dans un précédent roman, voudrait être fabricateur général, mais ça c'est juste une suspicion, c'est des intentions qu'on lui prête, alors que Belisarius Cole c'était pas du tout sa volonté, mais on peut imaginer que bah oui, il est plein de pouvoir, il est à côté de Roboute Guilliman, donc peut-être qu'il va lui demander, et en fait rappelez-vous, c'est l'inférieur de Cole qui demande justement à Roboute Guilliman que Belisarius Cole soit fabricateur général, donc le chef du Mechanicus, pardon. Donc c'est vraiment assez tendancieux, et du coup, de fait, eh bien, de par cette tension, Belisarius Cole ne peut pas avoir le soutien de Mars, et du coup, ne peut pas avoir ces informations, ce qui vont poser problème. Donc le vaisseau, les Arquisiteurs continuent à se rapprocher, et là on va avoir un nouveau personnage qui fait son apparition, et quelqu'un dit mais moi si j'ai une carte en fait, et Alpha Primus se retourne vers cette personne, et en fait, chose étonnante, il ne la connaît pas. Alpha Primus est censé connaître, alors certes il y a des milliers de personnes sur les Arquisiteurs, mais il est censé connaître toutes les personnes de la chaîne militaire, en tout cas tous ceux qui fonctionnent sur la défense du Arquisitor, et là, il ne le connaît pas, donc il s'exprime et il dit « Mais qui es-tu pour oser venir à cette réunion? Dis-moi tout de suite pourquoi tu es là, sinon je te fais sortir par l'espace. » Donc le personnage s'avance et dit « Je suis cartographe de 4e zone, je suis Oswen, monseigneur, et je détiens une carte de ce monde. » Et bien sûr, tout le monde est assez étonné, et en fait, il est très maladroit, hein, il manque de faire tomber, en fait, il est avec plein de rouleaux de cartes, et puis on nous décrit que rien qu'en avançant, il manque 3 fois de bousculer des gens, de faire tomber les cartes, et il s'approche, et il donne, comme une relique, en fait, à la Marshal, sa carte. Et la Marshal détend la carte, la balaye avec son œil, et en fait la rend, et en fait transpose une représentation en 3D de ce qu'il y avait sur la carte. Alors c'était une carte qui était écrite de façon manuscrite, sur du parchemin, à la main, mais malgré tout elle était assez fidèle pour qu'on puisse en avoir une bonne résolution, et en fait on voit le monde apparaître. Donc c'est une constitution de 3200 km de largeur, et qui est constituée d'hexagones, des hexagones réguliers de 80 km, et en fait en mettant tous ces hexagones côte à côte, ça nous crée ce monde. Et ce monde, on voit bien qu'il y a 7 montagnes, des enduits boisés, des lacs, un biome, une atmosphère qui est respirable. Alors ça, l'atmosphère, ça a été analysé avant, c'est pas la carte qui le dit, mais voilà, je me permets de le rappeler parce que je l'ai pas dit tout à l'heure. Donc on a toute cette vision qui apparaît, et Primus, assez étonné, dit « Mais comment tu as pu obtenir cette carte ?» Et en fait, Owen dit je suis en fait un serviteur de l'Omni-Messie, et ma façon de faire, c'est de compiler les cartes. Je collectionne les cartes, et sans doute l'Omni-Messie, dans sa bonté, m'a donné cette passion pour justement pouvoir lui venir en aide à cet instant. Et puis j'ai cette carte, alors je l'ai récupérée de par un échange avec un autre magos, etc. Donc il raconte un petit peu son histoire. Alors Primus trouve ça un petit peu douteux, et il se méfie bien sûr. Alors, de toute façon Primus de base, il trouve tout douteux, donc c'était pas très étonnant. Après, est-ce que ça veut dire que on nous donne une petite pastille pour dire « Ah, attention, méfions-nous, c'est un peu étonnant qu'il soit là avec cette carte, etc. Pourquoi, etc. » Donc voilà, on en verra. D'autant plus que si on réfléchit un tout petit peu plus loin, on se dit que les dirigeants Alpha Primus, la maréchale Iota, viennent de découvrir le monde sur lequel on est, et Owen, il a eu le temps de se dire « Ah bah tiens, j'ai une carte de cet endroit-là, donc je vais l'amener sur le pont 612 au Stratégium, parce que je ne sais pas comment, je sais qu'il y a la réunion à cet endroit-là, sachant que lui-même n'a pas été invité, donc on ne sait pas trop comment il a pu aussi rapidement venir avec cette carte, cette information. En tout cas, alors peut-être que c'est juste une
petite faiblesse de scénario, ou peut-être qu'en effet, ça va nous amener sur autre chose. On verra dans la suite du bouquin. Je voulais aussi le petit passage, sera, je pense, mieux que quand je le résume. Donc, ce sont des générateurs de champs nodaux, dit Iota, en désignant les pyramides, des boucliers d'énergie et une rétention atmosphérique. Il y a probablement des boucliers void. Parce qu'en fait, eh bien, à toutes les intersections des hexagones, on a des sortes de pyramides, de grands pylônes. Alors, est-ce que ça peut rappeler un peu les pylônes Nécron ou ce genre de choses? Peut-être un petit peu différent, mais en tout cas, il y a cette représentation-là. Après, je pense que c'est complètement différent et que c'est simplement en fait des sortes de grandes antennes. Quelle belle représentation, s'exclama X99. Vous méritez notre félicitation, Magos. Donc là, il s'exprime à Owen, hein, qui a ramené la carte. Et Owen dit, je ne l'ai pas dessiné, je ne suis pas encore Magos, répondit Owen, toute modestie. Et en fait, il y a Alpha Primus qui dit, je comprends pourquoi, en regardant d'un air sévère. D'accord. Et donc, alors, allons-nous escorter notre glorieux maître sur le terrain, de sorte que le porte-parole de l'Omni-Messie puisse faire une démonstration de force, demanda Iota. Donc là, elle s'adresse à Alpha Primus, parce qu'elle lui dit « Vous semblez connaître la volonté de notre Seigneur mieux que nous, Primus, même si je suis son général. » Donc là, on sent un peu toute la petite aigreur, hein, de Iota. Et Alpha Primus répond « Non, il souhaite simplement rencontrer les Magis sans démonstration de force. Par contre, bien sûr, pour assurer sa sécurité, eh bien, je demande à tout le monde de préparer directement les forces de débarquement pour une intervention immédiate. Donc, à partir de maintenant, préparez vos forces. Donc là, il s'adresse bien sûr à tous les généraux Skitari et leurs manipules, hein, les chevaliers aussi, la maison Taranis, etc. Soyez prêts à débarquer. Et puis, voilà, que va-t-il se passer? On va voir. En tout cas, il y a une remarque qui est peut-être un peu étonnante, c'est que Iota demande à Primus d'emmener Owen sur le terrain d'opération, parce que peut-être il pourra s'avérer utile. Et la chose qui m'étonne encore plus, c'est qu'Alpha Primus dit très bien, faisons comme ça. Et là j'avoue que ça c'est quelque chose que je trouve étonnant, vous voyez, et c'est là où du coup je me dis peut-être que ce Owen, il va avoir un rôle qui va être assez important dans la suite de l'histoire, parce que très honnêtement, bon ok, il a apporté une carte, ok, très bien, ça les aide, maintenant, bah voilà, la carte elle a été analysée, elle a été lue, je vois pas pourquoi il y aurait besoin de l'amener. En tout cas, bah voilà, il va être amené sur le terrain d'opération. Et puis le chapitre se termine simplement sur Maven qui demande et qui dit mais qui allons-nous combattre? Est-ce que ce sont les serviteurs des dieux sombres, ou alors est-ce que ce sont nos frères du Mechanicum noir, ou peut-être même notre frère du Mechanicus qui serait peut-être d'un autre bord politique? Et puis Fabrimus dit avec Belisarius Cawl on peut savoir, en tout cas sans doute les deux. Voilà. Et puis le chapitre se termine là. Donc ce chapitre il est assez bien parce que on a justement tous ces personnages un peu secondaires qui rentrent, et en fait c'est intéressant, c'est que c'est là où je vous dis que ce livre est une vraie bible, hein, pour apprendre des choses, parce qu'on est sur le chapitre 12 quand même, hein. 12e chapitre, combien de pages? On est sur une centaine, ouais voilà, 130 pages, et jusqu'à présent on n'a vraiment eu que des représentations qui nous font avancer sur la compréhension de qui est Fabius Bill, qui est Belisarius Cawl, qui est Alpha Primus, et c'est pour ça que ce livre est vraiment sympa. Si ça avait été que de la baston depuis avec des personnages secondaires dont en même temps j'avais parlé, je pense que ça aurait pas été très intéressant d'en faire une série de vidéos, et là je suis vraiment encore une fois très content, hein, voilà, je suis très content d'être parti sur Génopère, parce qu'on apprend des choses, et là ce qui est intéressant aussi c'est que on va avoir bien sûr un petit peu d'action, hein, bien sûr toujours qu'il y a un petit peu d'action, on l'a eu avec Porter, je pense qu'on va l'avoir aussi un petit peu avec Alpha Primus. Ce qui est sympathique c'est vraiment la description aussi des membres assez proches de l'entourage de Belisarius Cawl, typiquement avec la maréchale Iota qui est sa propre représentation. Donc bien sûr je pense que c'est le type de personnage, je sais pas si elle aura un avenir très grand, hein, j'ai toujours l'impression qu'à chaque fois qu'on a des personnages comme ça qui sont décrits, on n'a jamais trop entendu parler, alors peut-être qu'ils peuvent revenir, hein, on a des tas de personnages, il faut bien qu'ils apparaissent une première fois pour qu'après on puisse avoir toute une série de romans sur eux, là je ne sais pas, mais en tout cas c'est des visions qui sont assez sympathiques. C'est typiquement aussi, je pense, là je dis certes complètement, mais si vous êtes un créateur 3D, que vous aimez les fichiers, créer des fichiers, vous voyez par exemple ça, il y a des descriptions, mais après il n'y a pas de figurine qui existe, et je pense que ça peut être assez sympathique de créer par exemple une Magos qui serait typiquement la description un peu qu'on a du général Iota. Alpha Primus, je pense qu'il doit exister, alors je ne vais pas chercher, peut-être que ça existe, hein. Si je tape fichier 3D STL, peut-être qu'on va le trouver, mais en tout cas voilà, ça peut être assez intéressant, et vraiment je me pose la question, je me dis mais
Pourquoi Alpha Primus n'est pas plus utilisé dans Warhammer 40 000 classique, dans tout ce qu'on a? Peut-être que ce sera un jour, je sais pas. En tout cas, il y a plein de personnages comme ça qui sont vraiment assez importants dans les bouquins et qui ne sont pas plus que ça mis en avant. Typiquement, on aurait pu avoir Eisenorm hein, dans le dernier bouquin qui est sorti sur les forces de l'Inquisition, les agents impériaux. Ce n'est pas le cas, alors que quand même, quoi, c'est pas rien. Donc voilà, on n'en sait pas plus pour l'instant. En tout cas, ce monde peut vraiment recéler beaucoup de trésors. Et ce qui sera détruit, hein, à chaque fois qu'il y a une belle chose, c'est souvent détruit dans Warhammer 40 000. Donc peut-être, moi, je mettrai une petite pastille en disant que la guerre va arriver dessus et que ce monde va... Voilà, on verra si j'ai raison ou pas. Ceux qui ont lu le livre doivent bien rigoler. Mais bon, comme d'habitude, merci à tous. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, un petit peu plus tôt, je l'espère, sur Tipeee, mais en ce moment j'ai pas mal d'autres vidéos à gérer, donc j'ai un peu de mal à prendre de l'avance. Je peux prendre de l'avance quand j'ai pas trop d'autres vidéos à gérer. Là, c'est un petit peu plus difficile. Vous savez que j'ai une autre chaîne. Si vous ne savez pas, en tout cas, j'ai une chaîne qui s'appelle Iggy TV, où je fais toute l'actualité figurine, le multijeu, Warhammer 40 000, les sorties, bientôt du Kill Team. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ça aussi. Et puis, bah voilà, merci à vous tous. Allez, à bientôt. Salut, bye.